Mesdames, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire que Technofuturtique a le plaisir de vous avoir préparé. Alors, vous avez peut-être été des nôtres lors de ce cycle, finalement, parce que nous sommes dans le dernier des 5 webinaires de ce cycle qui était consacré aux applications de l'IA dans nos outils du quotidien. On a parlé de Canva, on a parlé de Google, de Notion, de Copilot, et aujourd'hui, on va rester un peu plus macroscopique. On va aller voir un petit peu de tout ce qui se fait du côté des extensions. Vous savez, ces petits plugins qui peuvent s'ajouter via différents stores. Ça, souvent, si vous avez, comme moi ici, une petite pièce de puzzle que vous pouvez ajouter à votre navigateur et qui vous permet de faire plein de choses. On s'est un peu penché sur ce qu'on pouvait trouver d'intéressant, de moins intéressant. Donc, faire un peu une petite fouille rien que pour vous. Je ne suis évidemment pas seul pour ce webinaire. Je suis accompagné de Jean-Philippe Boll. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors, ils ont peut-être déjà eu la chance de te voir lors du 3e webinaire que nous avons fait fin d'année dernière sur Notion. Tu as, on va dire, tu t'es aventuré dans Notion AI pour nous. Tu es d'ailleurs devenu accro. Tu as pris ton abonnement depuis? Je ne sais plus. En tout cas, je recommencerai par Notion aujourd'hui. Voilà, ça donne déjà un petit indice. Donc, bienvenue à toi, Jean-Philippe. On va commencer peut-être par te présenter, Jean-Philippe, tout simplement, parce qu'ils ont peut-être eu la chance de te découvrir en mois de décembre, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, on va rappeler que tu es issu plutôt du monde de l'éducation, de l'enseignement, mais comme j'aime bien t'appeler, tu es un peu finalement touche-à-tout du numérique. Oui, exactement. Donc là, maintenant, j'enseigne 2 jours par semaine et puis le reste du temps, je suis formateur technopédagogue. Je suis ancien conseiller technopédagogique pour le CEGEC. J'ai travaillé pour l'implémentation du 1-1, un ordinateur, un élève dans différentes écoles du secondaire. Et puis là, maintenant, je suis formateur, notamment pour tout ce qui est IA à l'EduLab. On va peut-être recommencer par le commencement. Moi, j'ai grossièrement expliqué qu'une extension, finalement, dans son navigateur, c'était une petite pièce de puzzle qu'on peut voir au-dessus à droite, mais tu vas nous faire ça un peu plus proprement que moi. Allez, alors on est parti. C'est vrai que pour commencer, ce qui est important, c'est que on doit savoir exactement ce qu'est une extension. Une extension, c'est un tout petit outil qui s'ajoute à un logiciel, à une application sur le web et qui va apporter des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas en fait proposées par le navigateur. On a 3 magasins, le Chrome Web Store pour Google, l'add-on sur Firefox pour ceux qui utiliseront leur navigateur Firefox, et puis sur Edge pour ceux qui utilisent l'environnement Microsoft, vous avez les modules complémentaires Edge et le Chrome Web Store, puisqu'en fait c'est le même OS, Chromium qui est derrière. Okay, ouais. Chrome et Edge. Voilà pour les petites précisions techniques. On va continuer aussi avec un peu plus de jargon, parce qu'il faut distinguer finalement ce qui est extension de ce qui est un peu plus, finalement déjà un peu plus compliqué, un peu plus proche du logiciel finalement. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, on le verra à la fin, c'est que on doit exactement savoir ce que l'on veut avec l'IA. Quand on veut par exemple construire une petite application, il y a différentes formes d'applications web. Il y a effectivement les add-ons, les plugins, tout ce qui est de l'ordre du module complémentaire pour des outils. Et puis, il y a les extensions, là, spécifiquement pour le navigateur. À côté de ça, vous avez les sites on ne peut plus classiques sur lesquels on peut interagir grâce à des formulaires, des boutons, que sais-je encore. Et puis, les apps de service, ça, je ne vais pas trop en parler. C'est tout ce qui relève des API, des logiques MCP, fort utilisées par certains développeurs et certains informaticiens. On est déjà plus dans le technique ici. L'idée, c'est de vous montrer un peu tout ce qui existe. Je veux dire, clé en main, finalement, qui ne nécessite pas énormément de paramétrage. Donc, je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, parce que tu nous as préparé énormément de petites démonstrations. Donc, on va commencer directement avec, tu l'as dit, Notion, ton chouchou, si je puis me permettre. Commençons par ce par quoi on avait terminé la dernière fois. Notion, c'est vrai que Notion intègre l'IA. Les extensions que je vais vous présenter ici n'intègrent pas forcément l'IA, ce seront les seules, mais elles sont gratuites. Et elles s'installent, comme vous pouvez le voir, sur l'ensemble des navigateurs. Alors, je vous propose, à travers une première vidéo, je vais cliquer sur l'extension. C'est aussi simple que ça. Et vous voyez que je peux choisir la base de données sur Notion, où je vais aller enregistrer la feuille, et puis cliquer sur « Sauver la page ». C'est fait. Je peux donner un titre, bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est que la page va être sauvegardée et qu'au fur et à mesure du temps, je vais avoir ma propre bibliothèque de pages, de sites qui vont se retrouver sur une base de données Notion, qui sera forcément consultable grâce à l'IA
Je pourrais donc interroger à tout moment cette base de données. C'est ça. Vous voyez que la page ici apparaît sur mon Notion. Il reprend l'ensemble du contenu. Pas de problème. Il n'y a pas d'IA dans le sens où il n'y a pas un résumé qui est proposé. En tout cas, pas pour l'instant. Par contre, si on regarde bien dans cette vidéo, eh bien, il y aura un lien vers la base de données. Il faut peut-être attendre une toute petite seconde. Voilà, là, je vais sur ma feuille Action numérique où on va retrouver d'ici quelques secondes l'ensemble, voilà, la base de données où se trouve la feuille. Ça, on peut peut-être passer, mais sachez que bien entendu, la page se retrouvera ici. Donc voilà, mais ça donc c'est vraiment si vous êtes utilisateur de Notion, Oui. très, très concrètement. C'est vrai que si vous n'utilisez pas Notion, qui est finalement une sorte de bibliothèque dans laquelle on peut juxtaposer tous les contenus, vous pourrez voir les alternatives en fait pour toutes les bases de données qu'on utilise, Evernote, tous les carnets de notes en fait, OneNote, etc. Vous trouverez cette notion de Web Clipper. On clique sur un petit bouton, l'extension, et directement la page Internet, le document Internet se retrouve sur l'outil que vous utilisez, que ce soit Notion ou Web Clipper, Evernote, que sais-je encore, Ouais, Obsidian, qui est fort utilisé pour l'instant pour tout ce qui est prise de notes. Ah bah, c'est très bien justement que tu aies mis des alternatives pour ceux qui n'utilisent pas Notion. Donc, bah, il existe effectivement d'autres possibilités. Donc, ici, on va voir justement Save to Notion qui, bah, directement, là, on revient dans l'application Notion. Alors, Save to Notion, c'est une seconde extension, tout aussi gratuite, qui est assez intéressante parce qu'elle va un peu plus loin. Ici, il ne s'agit pas seulement de sauvegarder la page Notion. Quand je clique, vous voyez que je peux sauver un article, sauver une capture d'écran, je peux même sauver une recette de cuisine. Ok. Alors, comme toujours, je vais pouvoir mettre un titre, mais je ne sais pas si vous le voyez bien ici, on peut ajouter soit un signet, bookmarks, soit ajouter la page de contenu, soit encore ajouter une zone bien particulière de la page Internet. Ça permet vraiment pour votre veille de sauvegarder l'essentiel de ce que vous voulez sauvegarder. Ça me semble assez intéressant comme outil pour tous ceux qui font de la veille numérique. Voilà, je pense qu'on peut passer pour cette vidéo. Voilà, ok. L'essentiel est là. Parfait. Donc, pour les utilisateurs de Notion, on a un webinaire avec l'IA. On a d'autres extensions qui vous sont proposées ici. Donc, il y a vraiment de quoi faire son petit marché. Justement, moi, ça me permet de faire une transition vers un autre outil auquel cela va se rapporter. Il s'agit de Notebook LM. Notebook LM, on en a parlé également avec Benoît Naveau lors de ce cycle de webinaires consacré à tous les outils Google. Évidemment, tu connais Benoît et son appétence pour Google. Donc voilà, ici, on va parler de Notebook LM. C'est la cerise sur le gâteau de toutes les applications Google. Si on lance cette première vidéo, je vais vous montrer deux petites extensions qui sont liées à Notebook LM. Peut-être vous expliquer d'abord ce qu'est Notebook LM, parce qu'il reste peut-être des personnes qui ne l'utilisent pas. Et Notebook LM, si on regarde la première vidéo, vous allez voir qu'en fait, Notebook LM, c'est une sorte de carnet de notes. C'est une sorte de gros classeur dans lequel on a différents intercalaires. Vous voyez, chaque intercalaire, c'est finalement un dossier qui reprend différents fichiers, différentes sources de documents. Vous n'avez pas le temps de lire tous ces documents, mais vous pouvez, dans la colonne centrale, discuter avec l'assistant conversationnel sur le document précis sur lequel vous avez envie de discuter, la source 4, la source 5. Mais ce qui fait la réputation de Notebook LM, à part justement le fait qu'il se centre sur les données spécifiques à votre documentation, c'est aussi la partie créative et le fameux studio avec ses mind maps, ses cartes, ses flashcards, sa présentation, le tableau de données. Alors j'aimerais vous montrer deux extensions. Une qui est liée à l'import de sources, pour se simplifier la vie quand on veut importer plusieurs sources en même temps, et l'une liée à l'export. La première, vous voyez, quand on importe, on ne peut importer qu'un seul site à la fois, qu'un seul texte. Donc c'est chronophage parfois. Voilà. Et puis, vous vous dites, mais moi j'ai un super site, mais vraiment un super site, tiens donc, c'est celui de mon ASBL, et j'ai envie d'importer toutes les pages. Eh bien, il existe une petite extension qui vous permettra de directement importer les différentes pages de ce site, pour autant forcément qu'elles ne dépassent pas le chiffre de 50. Sur Notebook LM en version gratuite, c'est 50 sources, pas plus.
Et vous allez voir qu'ici, justement, il va y avoir comme un petit problème. On va cliquer sur l'extension WebSync, qui est gratuite, comme quasi toutes les extensions que je propose aujourd'hui, enfin freemium en tout cas. Ouais, c'est ça. Et c'est déjà bien, hein, parce qu'on n'est Oui. pas là pour faire de la pub pour l'une ou l'autre, tant Voilà. qu'on peut justement les utiliser de manière gratuite et que ça rentre dans vos cas d'usage. Mais donc ici, par exemple, si vous avez une entreprise comme WinIceBL, comme celle de Jean-Philippe, vous pouvez la donner tout le site internet directement à Notebook LM. Et c'est vrai que ça, pour avoir fait l'expérience, c'est assez chronophage de lui demander un à un certains URL. Donc moi, ça m'intéresse. Et vous voyez, comme on peut le voir ici, justement, qu'on peut soit ajouter une seule URL, une suite d'URL, ou alors, une fois qu'on a choisi le cahier de notes où on va aller exporter ces différentes pages, on va avoir l'ensemble du site qui va être interrogé, scrollé, comme on le dit. Et vous voyez que progressivement, il fait le calcul, 10, 15 pages, il doit y en avoir une bonne centaine, c'est-à-dire que forcément, ça va bloquer. On va retourner, nous, sur Notebook LM pendant qu'il fait le job. Je vous rassure, on ne va pas attendre 5 minutes. Bon, on va voir qu'il va bloquer après la 50e. Non, même pas, il continue. Non. Ici, on ne verra rien. Ça ne bloquera pas parce qu'il fait le job, c'est-à-dire qu'il va prendre toutes les pages. Ok. Par contre, quand nous allons revenir sur Notebook LM, je peux avancer un petit peu dans la vidéo. Je t'en prie. Hop, tu veux que je le fasse? Allez, c'est parti. Voilà, on y est. Voilà, sur Notebook LM, comme vous pouvez le voir, il ne se passe rien. Il y a un problème. C'est tout à fait voulu. En fait, il faut faire un petit refresh. Et une fois que vous aurez fait ce petit refresh, voilà. Ça apparaît. Ça apparaît. Toutes les pages apparaissent, sauf que forcément, comme il n'y a que 50 ressources possibles, ça bloque après la 50e page. Donc il ne te prévient pas finalement, tu n'as pas un petit pop-up qui te dit attention, non, vous ne pouvez pas dépasser autant de pages. Ce sont des petites extensions généralement faites par différentes petites entreprises, des gens, parfois des individuels. C'est bien fichu, c'est gratuit. Par contre, tout n'a pas encore été pensé, c'est en évolution constante. On en parlera d'ailleurs à la fin du webinaire. Ok, donc ça vous permettra donc de justement, si vous voulez alimenter Notebook LM avec qui ne puisse se baser que sur les données de votre site internet, pour éviter de le faire un à un, WebSync, on retient le petit cas d'usage. Et alors, tu vas nous en présenter une deuxième, justement, qui s'appelle Ultra Exporter. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, Ultra Exporter, tout aussi gratuite, c'est une extension qui fait l'inverse. Au lieu d'être dans l'import de feuilles, de pages, on va plutôt ici partir de Notebook LM et exporter. Ok. Parce que le problème de Notebook LM, c'est cette partie, cette colonne de droite là, le studio, qui permet de générer de superbes cartes mentales. Par exemple, vous en voyez une ici, qui se déploie, qui sont interactives. C'est superbe, c'est vraiment pas mal. Mais j'ai envie de modifier telle bulle. On ne sait pas modifier sur Notebook LM. Et c'est là qu'intervient cet outil Notebook Exporter. Quand je l'installe, ça va me permettre d'exporter les contenus vers d'autres outils. Alors, on clique dessus. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez la langue, ça va de soi, mais vous avez surtout les différents exports possibles par rapport au studio. Si vous les activez, automatiquement, il y a des petits boutons qui apparaissent directement dans Notebook LM. Vous voyez, par exemple, Mind Map, je viens de désactiver. Le bouton d'export vient de sortir. Je le réactive, le petit bouton rouge apparaît. Je vais cliquer dessus. Et là, j'ai des exports JSON, Markdown. Alors, ce sont des langages a priori compliqués pour ceux qui ne les connaissent pas, mais en fait, vous les copiez et vous pourrez les coller dans un programme comme Xmind, par exemple, qui est un programme de mind map, de carte heuristique, gratuit. Ok. Et quasi tous ces logiciels proposent cet import. Vous voyez ici, je vais pouvoir importer ce que j'avais copié, le coller, et directement, je vais avoir ma carte mentale, cette fois-ci sous forme de mind map éditable. C'est le petit défaut sur Notebook LM, c'est qu'on a des contenus qu'on ne peut pas s'approprier totalement en éditant. Il le génère, mais derrière, on ne peut pas tellement le remodifier. Or, le but avec l'IA, c'est quand même d'être de repasser derrière. Oui, c'est ça, parce que ne pas lui faire évidemment confiance pour tout. Et c'est sûr qu'en plus, s'il écrit, par exemple, une bêtise dans ton mind map que tu n'as pas envie de garder, fatalement, c'est un peu embêtant si on ne peut pas modifier. Donc, c'est Ultra Exporter pour utiliser cet outil sur Notebook LM. Merci Jean-Philippe pour ce
cette recherche. Maintenant, on va passer à un volet qu'on connaît un peu toutes et tous, hein. C'est celui de la visioconférence. Généralement, dans les visioconférences, parfois on oublie un peu de prendre des notes peut-être, et il y a justement pour ça plein d'options qui existent. On voit énormément de nouvelles applications qui émergent. Justement, on en teste ici différentes à Technofuturtique. Et donc, toi, tu as choisi de tester Auteur.ai. Bon, il y en a plusieurs, comme tu viens de le dire, et c'est vraiment un problème parce que dans le gratuit, elles vous permettront en gratuit d'enregistrer et de retranscrire 300, 400 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal, mais effectivement, très vite, elles deviendront quand même payantes, que ce soit Firefly.ai, Read.ai, dont on parle souvent, ou que ce soit Auteur.ai, celle que j'ai choisie. Alors, on va voir comment elle se présente. Et tu nous as fait une petite simulation de réunion. Alors, pour la tester. Autant être dans le direct. Et j'ai invité mon collègue en visioconférence qui travaille avec moi sur le sujet, puisque notre directeur nous a demandé, il n'y a pas plus tard que 4-5 jours, de lui trouver cette application, cette extension-là. Il vous dit d'ailleurs un petit bonjour en passant. Bonjour Sébastien. Et c'est l'occasion de voir qu'au moment même où je vous parle, au moment même où on est en train de se parler, automatiquement, il y a une retranscription qui est quand même pas mal. Hein. Ouais. Je crois qu'il y a Auteur.ai qui ne reprend pas bien, qui ne transcrit pas bien, mais pour le reste, tout fonctionne. Alors, comme beaucoup d'extensions, cette extension est liée à un site Internet. Ça, c'est souvent le cas. Hein. Derrière une extension se cache un site Internet qui reprend tout, qui permet d'autres fonctionnalités. Alors, il faut s'inscrire. Ouais, j'allais dire, il y a besoin de s'inscrire dès lors. Déjà, une fois qu'on est inscrit, on doit d'abord intégrer son compte. Vous voyez ici les différentes intégrations possibles. Et comme vous pouvez le voir, mon compte CND Dinan, puis j'appartiens au Collège Notre-Dame de Dinan, y est lié. Mais c'est valable pour Microsoft aussi. Cela étant fait, sur l'interface centrale, vous voyez qu'on peut ajouter ses propres notes, on peut interroger l'IA, lui demander, tiens, je ne me rappelle plus la conversation que j'ai eue avec telle personne, c'est ce qui va arriver dans quelques secondes, est-ce que tu ne veux pas vite me faire un petit résumé? De quoi parlait-on ensemble? Automatiquement, il va y avoir une recherche. Alors la première va caler, hein, autant te le dire, mais la deuxième va fonctionner, il va me faire un petit résumé sur la conversation qui s'est tenue avec cette personne-là. Donc, fatalement, il faut qu'il fasse un peu de recherche, mais c'est assez utile finalement qu'on a une réunion un peu imprévue, qu'on nous dit, et tu sais me faire le point là-dessus de ce qu'on avait parlé la dernière fois, si on n'avait pris aucune note ou quoi, ça peut nous sauver quand même. Oui, on peut lui poser des questions assez précises. Alors, bien entendu, comme vous voyez, on retrouve la conversation avec mon collègue Sébastien durant cette visio qui a duré 5 minutes. Je vous montre la transcription. Il n'y a rien de caché. Et dès le moment où il y a une transcription, il n'y a aucun intérêt s'il n'y a pas un résumé. Alors, le summary, si je clique sur le bouton summary, vous aurez bien entendu un résumé. Ce que je n'ai pas eu hier et ce que je n'ai pas pu vous montrer, c'est qu'en fait, je reçois toujours un mail m'indiquant « Ah, la réunion est terminée, voici le résumé de la conversation ». Mais c'est parce que je l'avais supprimé dans mes paramétrages. OK. Mais ça, en entreprise, c'est quand même un outil utile, au point d'ailleurs que quand on est dans une réunion avec 4-5 personnes, on peut envoyer le rapport, le résumé pour l'ensemble des participants, en fait, directement. Et donc ça, c'est toi qui le reçois parce que tu es, on va dire, à la manœuvre, c'est toi qui as le compte, ou est-ce qu'il identifie les personnes qui sont dans cette réunion et il les envoie automatiquement aussi? Automatiquement, pour autant que je l'ai paramétré ainsi, il authentifie les différentes personnes qui se trouvent dans la réunion et comme il a leur adresse mail, il envoie le rapport. Ok, donc voilà, outil assez puissant. Merci aussi pour cette découverte. Parce que comme tu l'as dit, il y a une myriade justement d'acteurs sur cet aspect des visioconférences, de retranscription. C'est parfois difficile de s'y retrouver. Donc voilà, si vous voulez essayer avec Auteur.ai, n'hésitez surtout pas. J'ajouterais 2 remarques. La première, c'est que si on va sur le Chrome Web Store et qu'on note qu'on indique comme mot-clé réunion, c'est vrai qu'on va tomber sur une pléiade d'outils. Ouais. La deuxième, c'est qu'il faut absolument un micro quand on organise une réunion qu'on n'est pas en visioconférence. C'est tout à fait possible, hein, mais il faut un micro. Autrement, on n'entend pas suffisamment les autres participants. Ok, ouais, c'est ça. Et pour qu'ils puissent bien distinguer le changement d'orateur, etc. Ok.
Alors, ça, c'était pour l'aspect visioconférence. Maintenant, justement, quand on évoque l'IA, ce dont on pense tout de suite, c'est ChatGPT, je vais y venir à Claude, etc. Bref, ce qu'on appelle les agents conversationnels. Hein, c'est un peu ça qui a révolutionné tout le monde de l'IA. Et donc, tu t'es penché, toi, un petit peu sur ce qu'il y avait finalement de possible comme extension avec ces fameux agents, comme on les appelle. Alors, vous connaissez toutes et tous ces agents. Il y a ChatGPT, pour ne pas le nommer, Gemini, Copilot, et il y a aussi Claude. C'est très intéressant de voir ce que proposent leurs extensions. C'est ce que j'ai fait un petit peu hier. On peut voir justement le résultat de cette recherche. Quand on utilise l'extension ChatGPT, en fait, c'est une grosse déception. Pourquoi? Vous allez vite le voir. Je l'ai installé et quand je tape une question de recherche dans le navigateur, le moteur de recherche ici, vous voyez, l'extension ChatGPT pour Chrome, qu'est-ce que tu en penses? Soyons critiques. Vous allez voir qu'en fait, la seule chose qu'il fait, c'est de nous renvoyer vers l'application ChatGPT. Et c'est ça l'ironie, c'est que tu lui demandes est-ce qu'elle fait autre chose que renvoyer vers ChatGPT? On va voir sa réponse, hein, toujours tout en diplomatie, bien évidemment. La première réponse avant l'enregistrement était moins diplomate. Clairement, il me disait ChatGPT est nul. Ah bon? Ah ouais. Directement. Alors peut-être pas avec le mot nul, mais ChatGPT, franchement, ne s'en sort pas très bien. Finalement, son extension ne sert pas à grand-chose. La réponse. Pardon? De son propre aveu. Oui, ça m'a étonné. Et la réponse qui est ici est beaucoup plus nuancée. Mais bon, voilà. Comme tu peux le voir ici, en fait, si, l'extension sert à quelque chose. Mais après, vous voyez, il dit un petit peu le contraire parce qu'effectivement, ça ne fait que de renvoyer vers l'extension ChatGPT. Donc, j'abandonne. J'ai abandonné aussi pour Perplexity AI. Je n'étais pas très convaincu. Et je suis arrivé forcément à celle qui me convainc le plus, c'est Claude. Bon, ceux qui me connaissent et qui assistent à mes formations sauront que Claude, c'est mon ami. Mais Claude, son intérêt, c'est qu'il n'est pas seulement assistant conversationnel. On est ici sur une page consacrée aux intelligences artificielles. Je vais activer Claude. J'aurais pu ne lui dire que bonjour, salut. Il aurait directement repéré que j'étais sur la page des intelligences artificielles. Il m'aurait fait un résumé. Là, je suis un tout petit peu plus exigeant. Je lui demande de regarder la dernière section de cette page où il y a en fait du code HTML qui est inséré. Donc, du code, j'ai réécrit un petit peu le texte pour qu'il y ait des menus déroulants. Et ce qu'il est capable de faire, là, je vais te demander d'avancer parce que je n'ai pas la fonctionnalité chez moi là pour l'instant. Ce que je vais te demander de faire, vous voyez, il propose un plan et automatiquement, il se met à réfléchir. Étape par étape, il va analyser ma page par des captures d'écran. Il va arriver jusqu'à la page, jusqu'au bas de la page où se trouvent les faiblesses et les forces de l'IA et il va repérer qu'il y a du code. La question, c'était de savoir est-ce qu'il va être capable de générer du code et d'aller le glisser dans la page directement. Alors là, tu peux avancer franchement de quelques minutes. Parce que oui, il faut le temps qu'il crawl un peu tout finalement. Voilà, vous voyez ici, on a la boîte de conversation où on a le code HTML. Donc, c'est lui qui fait ces opérations-là. Moi, je ne touche absolument pas à l'ordinateur. Il va donc lire mon code qui génère ce menu déroulant. Il va l'analyser, et il va ajouter un 5e menu déroulant. On peut peut-être avancer un petit peu. Tu me dis si je vais trop loin. Hein, bien voilà, oui. Alors, il reconnaît, il commence à coder. Et vous voyez, replacing HTML code in dialogue. Ouais, c'est vrai, ça, on ne l'avait pas encore vu que tu mettais ajoute le code toi-même, du coup. Ah, je lui ai dit, je ne veux surtout pas faire la chose non, je suis en train de filmer, moi. Toujours est-il que je peux vous rassurer, effectivement, il va créer un code. Ça va prendre combien? 10 minutes, 15 minutes? La vidéo dure 18 minutes en tout, donc on va vous l'épargner. Mais voilà, ça va quand même plus vite que si tu dois le faire toi-même, je pense. Oui, hein. Et surtout, je ne suis pas codeur, je ne suis pas développeur. J'ai donc ici la possibilité de créer des petits codes, de les ajouter au bon endroit sur ici c'est un Google Sheet. Vous voyez qu'il est en train d'écrire là. Ouais. C'est assez époustouflant. Il écrit et le contenu et le code de ma 5e question sur l'IA, à savoir
comment doit-on être critique quand on utilise l'IA? Ce sont toutes des petites questions sur l'IA pour des gens qui seraient intéressés, qui voudraient en savoir plus. Donc, ça va? parfait, Donc vous avez ici une IA qui ne se contente pas d'être un assistant qui parle avec vous, qui vous donne des réponses tirées du net, tirées de son apprentissage, mais qui va directement agir sur vos pages. Rédaction de mails, etc., synthèse des mails, tout ce que vous voulez. En fait, ça donne naissance, pour ceux qui sont à l'aise avec Claude, ça vient de donner naissance à Claude Cowork qu'on peut installer sur sa machine et qui va interagir avec l'ensemble de votre ordinateur et de ses logiciels. Okay. Ça devient très puissant. C'est vraiment l'IA j'ai presque pas de demain, d'aujourd'hui en fait, des mois à venir. Et si je peux me permettre le parallèle finalement, c'est que un peu finalement comme Copilot interagit avec tous les outils de Microsoft, à savoir Word, Excel, PowerPoint, etc. Comme on l'a vu dans le précédent webinaire. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien pour ceux qui n'étaient pas présents pour pouvoir revisionner ce webinaire. Donc ici, là, ça va vraiment s'intégrer avec toutes les parties de ton ordinateur. Je dirais que ça va plus loin que Copilot ou Gemini, en tout cas pour les versions gratuites. J'insiste pour les versions gratuites. Pour les versions payantes, effectivement, il fait la même chose, mais forcément, il le fait pour tous les environnements. Ok, donc assez intéressant à savoir. Ce fameux Claude, justement, tu le disais, c'était ton petit chouchou un peu déçu de ChatGPT. Faites suivant vos habitudes aussi, finalement, voyez quels sont les cas d'usage qui vous conviennent le mieux. Mais donc ici, Claude a l'air quand même vachement pas mal. Je le testerai après ce webinaire, à mon avis. C'est une question de modèle de langage. Ouais. Clairement, il est très, très fort pour tout ce qui est rédaction, langue et codage. OK. On va refaire un petit retour en arrière avec Auteur, parce qu'on a eu deux questions qui nous viennent de Auteur. La première d'Alain, donc les questions, si vous savez les mettre dans l'onglet questions, c'est plus simple pour nous. Merci. Il dit, est-ce que faut-il que chaque participant se présente, donc devant le micro, pour que l'appli le reconnaisse dans le cours de la réunion par après? Donc, comment est-ce qu'il saura dire que, tiens, Benoît a dit ça, Jean-Philippe a dit ça? Est-ce que il y a moyen de paramétrer ça ou il le fait automatiquement? Alors, avec Auteur IA, il le fait automatiquement. Il reconnaît les locuteurs. Il ne les nomme pas forcément, mais ça va être interlocuteur 1, 2, 3 dans la conversation. OK. Et alors, question de Marine, effectivement, en termes de RGPD, quid de l'emplacement de l'hébergement de ces données, notamment vis-à-vis du RGPD? C'est la fameuse question, à mon avis, qui tue un tout petit peu. Au niveau RGPD, il faudrait regarder, mais je ne suis pas du tout certain que. Je pense qu'il faut faire attention, parce que c'est quand même des produits venant de l'autre bout du monde, et par conséquent, les lois sont assez différentes. Donc, je ferai quand même assez attention. Ouais. Vaut mieux être prudent, effectivement. Alors là, on a vu tout ce qu'un agent conversationnel pouvait faire et on va justement retourner vers quelque chose d'assez connexe finalement à ça. C'est tout ce qui concerne l'assistance à l'écriture finalement, parce que tu pourrais utiliser, j'imagine, Claude justement pour t'aider à écrire. Mais ici, tu as voulu aller un cran plus loin avec aussi une extension un peu moins connue. Oui, la différence, en fait, c'est qu'avec un Claude, une extension Claude, elle ne va pas directement aller souligner dans le texte parce qu'elle n'a pas été programmée pour. Si on prend une application comme Merci App, je vous avais donné d'autres alternatives, mais celle-ci reste relativement gratuite pour l'instant. Merci App a un gros avantage, en fait, elle remplace bien Language Tool et elle est faite par des Français. Raison pour laquelle je l'ai choisie et que maintenant, dans mon école, elle remplace clairement Language Tool qui était largement utilisée et qui est devenue payante. Alors, on va directement voir un petit peu la démonstration. Merci App, quand on clique dessus, eh bien, c'est un correcteur d'orthographe, mais c'est bien plus que ça. C'est un assistant de rédaction dopé à l'IA. On y est, je vous ai proposé une page d'Alberto Manguel sur l'histoire de la lecture aux États-Unis. Et quand je clique sur l'extension, vous voyez plein de possibilités apparaître qui ne se réduisent absolument pas justement à l'écriture, à la correction orthographique. Vous pouvez activer, désactiver ces différentes possibilités. Très peu d'outils proposent autant de possibilités. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Sur une page, voici un Google Doc, ça vaut pour Word, il souligne directement ce que ne fera pas Claude.
Il souligne directement les différents contenus qui sont problématiques et je vais pouvoir les modifier. Je vais avoir des choix de correction. Est-ce qu'il corrige tout? Absolument pas. Il peut même commettre de très, 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 très grosses fautes. Si vous regardez bien, chaque fois dans le haut de la page, vous avez un petit chiffre en rouge avec l'ensemble des fautes. Donc la navigation est quand même assez aisée pour mes élèves, mais c'est un outil qui sert bien au-delà de l'école, je crois. C'est une petite béquille qui est là à tout moment, mais qui vous demande d'effectuer quand même un jugement critique, de rester critique. C'est-à-dire qu'il y a des fautes qu'elle croit corriger qui ne sont pas des fautes. Ça va? Alors, d'autres possibilités relèvent de la formulation, de la reformulation par l'IA. C'est ce qu'on va voir maintenant. Vous voyez qu'ici, j'ai sélectionné du texte. Automatiquement, il me propose une reformulation. On aime, on n'aime pas. Mais il vous propose une autre manière d'écrire un texte. Et directement, si vous cliquez sur le bouton « Remplacer », vous pourrez remplacer dans le texte l'élément textuel choisi. Une autre solution qui me semblait super intéressante, une autre fonctionnalité, pardon, c'est que quand je clique sur un mot comme voyageur, j'ai directement un dictionnaire intégré, synonyme, antonyme, définition. Si vous regardez dans le bas de cette petite pop-up. Et là encore, c'est un outil qui est en fait assez complet. Language Tool, Killbot, il y en a plusieurs, hein, les Québécois aussi en ont inventé, ne permettent pas, me semble-t-il, autant de fonctionnalités que celles que vous êtes en train de voir sur l'écran. Vous voyez ici, quand je sélectionne non pas un mot, mais une phrase, j'ai plusieurs petits symboles qui apparaissent à côté de la baguette magique, les étoiles, et en fait, j'ai des fonctionnalités que je peux directement activer, comme améliorer le style. Voilà. Je resélectionne et je vous montre ici si je choisis la transformation. Voilà, là vous avez toutes les possibilités et vous voyez que c'est complet. Traduction, même de la traduction. Ouais. Traduction, résumé, synthèse bien entendu, rendre plus ceci, plus cela, accessible, persuasif. En gratuit, c'est quand même pas mal. Il y a juste une fonctionnalité qui est payante, c'est rendre plus professionnel. Je ne sais pas si vous avez vu la petite étoile apparaître. C'est un outil qui est complet. Alors, comme toujours, il y a un lien avec le site, ce sont les petits boutons que je montre en ce moment, c'est-à-dire que vous n'en avez pas assez, vous voulez d'autres fonctionnalités, vous êtes renvoyé sur le site, ou ici, vous pourrez directement écrire dans un petit éditeur de texte, avec des grosses fautes d'orthographe comme celle que je viens de faire là maintenant. Vous aurez la même fonctionnalité, vous voyez, et ça me semble assez intéressant comme outil à présenter un petit peu partout. Et tu dois créer un compte aussi également dans l'application, ouais, toujours. En fait, je crois que 90% des extensions que je montre en ce moment sont des extensions qui sont liées à la création d'un compte et forcément à quelques données que l'on donne, du style, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc., etc., etc. C'est comme ça qu'ils se rétribuent quand c'est gratuit, bien évidemment. Vous connaissez l'adage. Voilà. Alors, on a une question de Raphaël qui vient d'arriver, qui demande un peu quid des copyrights. Ça, c'est un peu aussi la grande question de l'IA. Hein. Finalement, on lui fait générer parfois du texte ou comme avec Claude, tu peux lui faire générer du code, etc. Qu'en est-il finalement du copyright dans ces cas-là? Ça aussi, c'est un peu la question qui tue. J'ai beaucoup plus de confiance en tout cas en Merci App qu'en Auteur.ai pour la simple et bonne raison que l'un est français, donc très largement surveillé, comme tout ce qui est produit français, qu'Auteur AI qui lui est américain et fait beaucoup moins attention à ce genre de choses. Ok, donc merci App pour justement ce petit aperçu. Je vois aussi qu'il y a une autre question. Est-ce que Merci App est comparable à Scribens, nous dit Michel? En fait, en tant que professeur de français, ces 10 dernières années, j'ai testé Scribens, Language Tool. C'était des outils que je conseillais lors de mes formations accessibilité pour tout ce qui est dyslexie, etc., etc. Scribens, c'est une bonne alternative, mais me semble-t-il moins complète désormais que Merci App. Ok, donc, on mettra le focus là-dessus. Tu veux ajouter quelque chose? J'ajouterais qu'au niveau des corrections, elles ne sont vraiment pas meilleures. Donc, c'est vrai que parfois, il oublie des fautes. Là, c'est kiff-kiff, c'est plus ou moins le même résultat. Tous les deux oublient. J'ai un tout petit peu plus confiance en Merci App. Ok.
Voilà, Ça me semble plus solide. C'est Oui. bien d'avoir ton ressenti, toi qui testes énormément d'applications. D'ailleurs, on l'a vu dans ta barre de recherche, qui en a énormément dans ton navigateur, Oui. justement. Et justement, toi qui testes beaucoup de choses, tu fais aussi des tutos, et c'est peut-être le cas dans l'Assemblée ici. Je jette aussi un petit coup d'œil aux commentaires de Marine qui dit, on parlait justement tout à l'heure de RGPD en parlant de Otter et .ia. Il y a Plaude.ia qui Oui, tout à garantit fait. le respect du RGPD si jamais pour des fonctionnalités comme celle-là. Merci pour ce petit conseil un peu plus complet. Et donc, Tango, on ne va pas danser, mais on va faire des tutos du coup. Et encore là, une nouvelle fois, vous voyez les alternatives. Chaque fois, hein, il y a toujours 5, 6 extensions qui font la même chose. J'en ai testé plusieurs, dont Tango, qui finalement reste celle à laquelle j'adhère. Tango, c'est quand vous n'avez pas le temps de faire un diaporama long, large, avec plein de dia, et que vous devez pourtant faire un tutoriel. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on le télécharge gratuitement sur le Chrome Web Store comme sur les autres magasins. C'est très simple d'emploi parce qu'il suffit de cliquer dessus. Toutes les extensions, en fait, hein, c'est très très simple. Vous avez 2-3 boutons, c'est tout. Vous lancez la capture, comme on peut le voir en ce moment à droite, et vous allez pouvoir commencer un tutoriel. C'est-à-dire qu'à chaque clic, il va faire une capture d'écran et l'IA va se charger d'ajouter un tout petit titre. Alors, comme toujours, vous voyez qu'en termes de gratuité, on n'en a pas parlé beaucoup, mais vous avez toujours une gratuité qui est limitée. Donc ici, vous avez 15 publications de Tango, de tutoriels possibles. Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez relier à un onglet de votre navigateur ou vous pouvez créer directement sur l'ensemble des onglets ouverts votre tutoriel. Alors on est parti, on va cliquer sur la capture, je vais sur une page et là, je vais me rendre, je vais essayer de varier, ici je vais sur Canva ou Canva. Canva, on est très team Canva ici. Et d'ailleurs, on a un webinaire sur Canva que je peux vous partager également. Alors sur Canva, je me suis dit, mais très peu de gens connaissent l'IA sur Canva, qui est génial. Petit tutoriel sur l'IA à travers Canva. Je vais choisir code et en fait, ça nous prépare à la fin de ce webinaire car on s'en rapproche. En choisissant code, je vais pouvoir lui demander de me faire une petite extension. On en reparlera tout à l'heure. Automatiquement, vous voyez qu'il fait à droite des captures en indiquant ce que j'ai fait, la manipulation que j'ai faite. Je ne sais pas si je vais lui indiquer quelque chose. Oui, voilà. Des gens regardent. Présentateur. Là, par contre, je ne suis pas certain qu'il va me proposer quelque chose d'intéressant. Oui, je pense que ça a calé, donc il vaut mieux arrêter. Okay. Il va refuser de le faire. J'avance un petit peu? Tu peux retirer la vidéo. Okay. Ah non, tu peux avancer oui, tu peux avancer d'une minute. Excuse-moi. Pas de souci. Hop. En fait, je voulais juste vous montrer ce que cela génère. Donc, une fois que la capture est terminée, on a ici une reprise en différentes DIA de chaque moment où vous avez fait un clic. Et que tu repasses dans Merci App, d'ailleurs. Oui. Bien entendu, puisqu'ici, vous voyez qu'il y avait des expressions anglaises, donc je me suis décidé à les traduire en français. Donc, on peut jouer avec plusieurs petites extensions. Merci pour le détail. Et alors, je n'ai plus qu'à partager ce diaporama sous forme d'iframe, comme vous pouvez le voir, sous forme de lien, mais je pourrais encore, bien entendu, l'éditer, l'améliorer, ajouter des dias. C'est un outil de diaporama, au fond. Ouais. Sauf qu'il vous facilite et il vous fait gagner un temps, appréciable. Manuellement chaque capture d'écran, etc. C'est sûr que ça prend énormément de temps. Pareil, je le note aussi dans ma petite liste, donc Tango, mais il y a également Scribe et Chrome Capture qui peuvent vous aider dans les alternatives. Petit détail pour le Chrome Capture, c'est quand on aime bien faire des tutos sous la forme de GIF. Ok. Beaucoup plus animé, c'est souvent intéressant aussi à voir, parce qu'on voit la manipulation en direct. C'est intéressant, voilà. Alors, tu voulais faire quand même un petit clin d'œil à ta corporation, à tes amis enseignants, parce que j'imagine qu'il y en a également dans l'Assemblée. On va parler de Brisk. Brisk, je crois que c'est la seule extension, il y en a sans doute d'autres, mais c'est la seule extension qui est vraiment extrêmement complète pour les professeurs. Intégrer l'IA directement dans le navigateur à travers des gestes forcément qui sont liés à notre profession. Brisk, comme vous allez le voir dans cette vidéo, il est
Donc, vous pouvez le télécharger sur n'importe quel navigateur, ce qui est assez nouveau. Hein. C'était d'abord un produit purement Chrome. Et si on n'est pas enseignant, on peut y avoir accès ou pas? Ce sera à mon avis payant. Je crois mais je n'ai jamais dû prouver que j'étais prof. J'ai cliqué sur prof pour avoir accès à la gratuité. De nouveau, freemium, c'est-à-dire que tant qu'on est prof, on a une gratuité qui est assez appréciable. Je ne suis pas pour l'instant limité. Alors, quand on installe l'extension, on a en fait un petit bouton dans le coin inférieur droit qui donne accès à une pop-up. Naturellement, qui dit pop-up, vous avez la petite maison, ça renvoie vers le site avec 10 fois plus de fonctionnalités, mais celles qui sont proposées ici sont quand même pas mal. Hein. Je vous les laisse regarder, podcast, donc on va être dans la génération de contenu. Et ce qui est bien, c'est que ce sera une génération par rapport à la page web qui est active. Donc tu vois ici que je suis sur Alberto Manguel, le document que je présentais tout à l'heure. Je vais pouvoir lui demander plein de petites choses, comme par exemple ici, grâce à l'IA, je vais pouvoir lui demander de générer un quiz. Avec à chaque fois, tu peux choisir, c'est ça où c'est adapté aux profs, hein, on peut voir que tu peux choisir le niveau des élèves également, le modèle de langage aussi, il me semble. Alors là, ça deviendrait payant. Non, tu as deux possibilités, mais la gratuite suffit et tu ne pourras pas accéder à l'autre. Par contre, effectivement, tu ne dois quasi pas prompter, tu dois juste aller dans des menus déroulants. Je veux 5 questions, je veux 10 questions, je veux des textes à trous, je veux plutôt une question ouverte. Et automatiquement, une fois qu'on demande la génération, il se rend sur un Google Form, un Microsoft Forms, et il génère les questions, qui sont bien, je peux te le confirmer, en lien avec l'article qui se trouvait sur le document présenté à côté de l'extension, du panneau latéral. Et là, vous voyez que c'est pas fini, il me propose encore d'améliorer, de jouer, de rajouter. Il y a toute une série de possibilités qui restent accessibles via le petit bouton du coin inférieur droit. Alors, c'est un outil qui est intéressant aussi parce qu'on peut, bien entendu, on peut par exemple changer le niveau de lecture. Je pense à mes petits élèves ukrainiens qui doivent lire le même texte que les autres et qui n'ont pas le même niveau de français. L'IA, en fonction de mon petit prompt, va reprendre le texte sous la forme d'un hyperlien, mais va proposer un texte 10 fois, 100 fois, c'est un petit peu à vous de voir, simplifié, réduit, c'est un petit peu comme vous l'entendez, mais 10 fois plus lisible pour certains élèves. Okay. Ça me semble assez intéressant. Alors, c'est vrai que ça concerne essentiellement le monde des professeurs. Ouais. Vous voyez, c'est trop court, vous pourrez l'allonger. C'est trop long, vous pourrez encore le réduire. On peut peut-être continuer un tout petit peu plus loin. Une autre fonctionnalité, alors je l'utilise très peu, c'est celle-ci, c'est pour avoir l'historique d'écriture sur un document. Les documents maintenant sur Word, sur Google Docs sont des documents qui sont enregistrés sur le cloud. Et en fait, chaque fois que vous faites des modifications, c'est enregistré. C'est pratique. C'est très pratique. Et ici, je sais voir si un élève, comme c'est le cas ici, écrit progressivement son texte ou s'il fait un copier-coller. Il y a parfois des petits garnements qui vont chercher à gauche et à droite un document qui est tout prêt, un texte, et c'est vrai que c'est une solution, je vous avoue que j'utilise très peu, mais quand j'ai un doute, c'est une occasion de voir si justement, voilà, ici il y avait un copier-coller, c'était l'occasion de voir ce que fait l'élève, comment il conçoit son texte au fur et à mesure. Ok, donc ça c'est aussi une petite aide finalement que tu peux avoir. C'est une petite aide, mais franchement, j'ai peut-être fait 1 fois sur 3 ans. Ouais, plus pour la tester qu'autre chose. Voilà, c'est ça. Là, je l'ai fait, oui. Donc voilà pour Brisk, outil qui est fort utilisé par les profs de langue, notamment aussi pour le feedback. Parce que ça permet, par rapport aux copies, moi j'aime pas tellement, mais ça permet d'avoir un avis sur la copie. Imaginons qu'Alberto Manguel soit non pas un écrivain, mais un de mes élèves. Je peux lui demander d'analyser la copie et de remettre un feedback avec des suggestions, des pistes d'amélioration, analyser forces et faiblesses. C'est pas mal, ça fonctionnait super bien en anglais, donc parmi mes collègues profs de langue, ils se reconnaîtront, ils adorent cela. Moi, personnellement, en français, je préfère utiliser mon ami Claude, qui est extrêmement puissant pour ce genre de choses. Mais tu vois que c'est quand même pas mal. Il va te proposer dans différents encadrés des suggestions, des forces, etc. etc. C'est assez intéressant quand même comme extension. Effectivement, et pas mal pour aider à rédiger des TFE, nous dit Véronique, avec un petit clin d'œil, effectivement. Mais évidemment, tous ces outils-là ont un peu perturbé aussi
le bon fonctionnement, notamment de l'enseignement, hein, justement, avec parfois des élèves qui ont pris l'IA un peu plus vite en main que les professeurs. C'est aussi énormément de changements et d'adaptations qui doivent avoir lieu dans ces différents domaines-là. Je crois que ça demande un réaménagement de la classe, du temps de classe, de ce qu'on y fait. Personnellement, ce matin, j'étais en atelier d'écriture. Les élèves étaient devant leur ordinateur ou face à la feuille de papier, pas d'IA parce qu'ils sont face à moi. C'est beaucoup plus difficile. Alors, il y en a certainement un ou deux qui ont joué, mais globalement, on pouvait travailler ensemble. Donc, moi, personnellement, les actes d'écriture, à 90%, c'est en classe. C'est aussi réinventer finalement un petit peu sa manière de travailler aussi. Ça pose beaucoup de questions. Hein. Ouais, effectivement, et beaucoup de défis au-delà des enjeux justement éthiques, écologiques aussi dont on a parlé. Alors, il n'y a pas de vidéo pour celui-là, mais tu voulais faire aussi un petit mot pour des outils d'accessibilité. Finalement, ça te semblait important que tout le monde soit concerné. Il y avait une vidéo, je l'ai retirée parce que j'ai beaucoup d'hésitation. C'est le seul outil aussi développé qui existe pour l'instant sur tout ce qui est aide à dyslexie. Donc, toutes les béquilles pour aménager un texte directement sur Internet. Mais je trouve qu'à certains moments, on s'y perd. Donc, j'ai eu un petit peu peur de le montrer parce que c'est vrai qu'il y a tellement de paramètres. Je me dis que quand on est dyslexique, s'il n'y a pas l'aide d'une logopède, c'est un petit peu dangereux. Donc voilà, je l'ai juste mis là pour ceux qui seraient intéressés par certains outils d'accessibilité. C'est le plus complet en tout cas, mais je ne suis pas convaincu. J'ai mis encore quelques petites applications que j'aime bien. Bon, il y en a tellement, comme tu l'as dit. Elles se démultiplient sur mon écran. Mais voilà, Loom pour le screencast, c'est-à-dire l'enregistrement de votre écran, l'enregistrement vidéo. Glasp qui fait un petit peu tout. Il est capable de sous-titrer des vidéos YouTube. Il est capable de souligner un texte. Mais je préférerais terminer ce webinaire en fait par le dernier point, parce que je crois que c'est vraiment l'avenir. Aujourd'hui, à tout moment, vous pouvez aller sur Claude, sur Gemini, sur n'importe quelle IA et lui demander de créer votre extension en fonction de vos besoins. C'est ce que j'aimerais bien vous montrer là maintenant. Dans nos ateliers à l'EduLab, on propose nos propres extensions. On crée avec les professeurs différentes petites extensions à partir du code. Alors vous allez me dire, ah mais on ne sait pas coder, on ne sait pas développer. On n'a plus nécessairement besoin maintenant avec des IA comme Gemini ou Claude. Je vais vous proposer quelques petits exemples ici. Alors, voici une petite extension que j'ai créée et vous allez voir, il y a plein de petits outils. J'ai une loupe parce que j'aime bien de temps en temps d'orienter le regard soit de mes élèves, soit des professeurs que je suis en formation. C'est bête, ça prend 5 minutes à coder. C'est l'IA qui le fait, bien entendu. Autre solution, je dois mettre un code à l'écran. Plutôt que de le répéter 50 fois d'une personne à l'autre, je vais le taper ici et je l'affiche en grand avec un QR code. C'est rapide, c'est très visuel. Alors, je pourrais continuer. Ici, j'ai un outil de transcription. Je dis, voilà, je demande une augmentation de salaire à mon directeur, à l'EduLab, que sais-je. À l'EduLab, j'aurais dû préciser ici le ton. Une augmentation de salaire pour la qualité des prestations et le travail fourni. Ah voilà, tu finis j'avais mis une voix. Vous voyez qu'il retranscrit tout. Et surtout, il va me transformer ça en mail. C'est sympa. Alors, j'aurais dû mettre le format, j'aurais dû indiquer ça doit être court, ça doit être bienveillant, colérique, enfin tout ce que vous voulez. Mais vous allez voir qu'il écrit bien un mail et que je pourrais le retravailler au niveau du prompt, mais ça, c'est une autre histoire. Je peux l'effacer, je peux le copier et aller l'ajouter forcément dans une messagerie. J'ai un outil presse-papier, on peut peut-être passer ici. Et j'ai enfin un outil capture également. Oui, donc ici, c'est un outil où chaque fois que je fais un CTRL-C, il va enregistrer. Ça m'aide parfois quand je dois faire plusieurs collés. C'est un petit peu moins intéressant. Je te propose d'avancer un petit peu. Je vais te montrer une deuxième extension qui est beaucoup plus intéressante maintenant. Attendre un petit peu. Voilà. Oui, j'ai un outil de traduction intégré. Donc, quand j'ai un article en anglais, je n'ai pas envie d'aller sur DeepL, sur Google Translate. Je vais demander, chaque fois que je clique sur un mot, tu me traduis le mot de manière contextualisée. Vous voyez qu'ici, il traduit directement les mots. C'est assez sympa. Et au moins, je ne dois pas passer. J'apprends l'anglais, en fait. J'apprends je ne sais quelle langue. Et à partir de là, je vais te proposer une deuxième extension, si tu le souhaites, qui donnera peut-être d'autres idées pour vous montrer jusqu'à quel point on peut aller. Et je terminerai par là. Là, il faut peut-être avancer de 20 secondes. Oui, ça va.
Voilà, ici c'est un outil pour les enfants ukrainiens d'ASPA, FLE, français langue étrangère. Vous voyez que j'ai un outil de traduction, mais j'ai aussi, à partir des mots qu'ils ont cliqués, j'ai un outil qui va générer des exercices pour essayer de s'approprier ces mots. Ce que j'essaie de vous montrer, en fait, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une idée pédagogique ou une idée par rapport à votre entreprise, vous pouvez la créer directement avec un outil comme Claude ou Gemini. Simplement, il faut avoir l'idée. En termes de temps, effectivement, ça m'a pris quand même quelques heures parce qu'il fallait progressivement que je pense à toutes les fonctionnalités que j'allais ajouter. Mais je peux te dire que lorsque je travaille avec des profs, ce sont toutes des nouveautés, toutes des potentialités qui apparaissent maintenant et qui me semblent assez intéressantes. Tu vois ici, il retravaille toute la page web, il ajoute un bouton magique et quand on clique sur le bouton magique, non seulement il propose un résumé du paragraphe, mais aussi une reformulation un peu plus longue, mais parce que les phrases sont extrêmement simples. Okay. Je pense que ça redéfinit pas mal de choses dans nos métiers et pas seulement le métier des profs. Est-ce que c'est difficile? En fait, c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît lorsqu'on utilise certains assistants conversationnels. C'est ça. Il faut vraiment s'entourer des bons outils et un peu de temps, ne pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis finalement. Ouais. Et voilà, aussi se dire que ça ne va pas réussir du premier coup. Hein. On ne va pas être utopiste à ce point-là. C'est la règle magique, c'est accepter que ça cale de temps en temps. Effectivement. Peut-on avoir ces extensions? Elles sont super utiles. Je ne sais pas si tu as pensé à les mettre quelque part dans un store pour que les gens puissent les utiliser. Sur GitHub, elles se trouvent en fait sur mon compte BO2LE Jean-Philippe, en accès libre, sauf forcément que j'ai retiré les clés API, puisque chaque fois que je fais une génération, je fais en fait un appel à l'IA et ça coûte 0,02 centimes. Ça ne coûte pas grand-chose. Mais bon, dès le moment où tout le monde y a accès, ça peut très vite monter forcément. C'est ça, fatalement. Mais oui, le code est là. Ok, donc sur GitHub, tu as dit, et c'est le compte BO2LE Jean-Philippe. Jean-Philippe, donc voilà pour répondre à la question de Géraldine. Sandra nous pose la question, quelle est la différence finalement entre ces extensions et les gems ou les games, je ne sais jamais comment on doit dire, de Gemini? La personne qui pose la question aura sans doute vu que dans l'extension que j'avais créée, il y avait un gem qui était intégré. Ouais. En fait, le gem est très, très souple. Il permet différents chemins dès le moment où on connaît comment créer un assistant personnalisé. L'extension ici va directement agir sur une page web active. C'est une extension et va proposer à l'élève de directement interagir avec cette page. Donc, on travaille sur une page web. Donc, personnellement, sur un Google Site, je place énormément de textes, de documents. Ils utilisent cette extension sans devoir passer vers un gem ou un chatbot personnalisé de type GPT. C'est plus facile, c'est plus rapide, c'est aussi plus précis, puisque je décide un petit peu des outils que je donne dans l'extension. C'est toi qui donnes finalement le champ d'application sur lequel il doit aller. Alors, on a une question, je pense, parce que je vois que c'est assez long, au-delà de tous les remerciements. On vous remercie déjà de nous avoir suivis et merci pour votre enthousiasme, pour toutes ces participations très nombreuses à ces webinaires. On a une question qui dit, lorsque des pages sont créées par Claude, souvent, ils ne sont pas téléchargeables en Word, PDF, mais que en HTML. Avez-vous connaissance d'un site web qui permet de télécharger des pages HTML en gardant bien la mise en page, le contenu, les couleurs proposées dans Claude, plus modifiables si encore besoin? Merci. Alors, on parlait de la rapidité du changement, je crois. Ouais, je proposerais à cette personne de réessayer Claude là maintenant dans les minutes qui viennent, parce que si elle convoque ça s'appelle le skill, SKILL, le skill Microsoft, je pense, normalement, il y a un export vers PowerPoint ou vers Word qui respecte la mise en forme de la page qui a été créée par Claude. C'est tout nouveau, ça a une semaine, peut-être 2. Okay. Je l'ai découvert en formation. Maintenant, je fais avec Claude de superbes diaporamas, nettement meilleurs que toutes ces petites applications style Gamma ou que sais-je encore là. Non, c'est vraiment du costaud, mais c'est récent. Pour répondre quand même d'une deuxième manière, il y a un deuxième chemin. Quand on a une page HTML, on peut reprendre le texte, l'enregistrer sous la forme d'un TXT, d'un fichier TXT, ou aller l'ajouter sur un Google Site.
où on retrouvera alors justement la mise en page telle que vous l'avez créée à travers Claude. Donc, c'est Skill, tu as écrit ça? SKI2L. SKI2L. Je crois qu'il n'y a même pas besoin de le mentionner parce qu'il est natif. Ok, Il est directement dans Claude, on peut le trouver. Parfait. On a une question aussi de Pierre-Henri. Est-ce que tu as des noms d'IA RGPD utilisables pour travailler avec ses élèves, justement? Oui, la personne peut franchement se rendre sur les IA suisses. Donc, alors je ne connais pas les noms, il faudrait que j'aille voir, mais si la personne tape assistant personnalisé, je vais vite le faire, assistant personnel IA suisse, il y en a deux, Euria, trois. on nous dit. Euria, ben voilà, Euria, exactement. Lumo. Et Euria, Lumo, tout ce qui est lié à Infomaniac, Ouais. voilà, c'est vraiment oui, très RGPD et européen. Donc voilà. Par la même occasion, un peu plus faible, mais voilà. Au moins, Ça on protège. respecte ce cadran-là. Quand même rappeler que si on utilise une suite en ENT, Google ou Microsoft, avec un compte éducatif, on est protégé. Ouais. On est gros dossier juridique. Bon, après, on sait bien que les serveurs ne sont pas forcément en Europe, mais officiellement, on est protégé par rapport à nos données. Eh bien voilà, tu as un retour justement sur la question avec Claude et Skill, parce que il dit justement j'ai eu souci il y a 1 semaine, 2 semaines. Merci beaucoup pour la réponse. Eh bien, je vois qu'on n'a plus de questions. Il est 15h01 et on a brillamment rempli le timing. On n'aura pas débordé. Donc bravo Jean-Philippe, et surtout merci d'avoir mené ce travail de recherche, parce que dans tes 2 webinaires finalement, que ce soit Notion ou ici les extensions, c'était des sujets où tu as dû un peu aller farfouiller, mettre les mains dans le cambouis, voir qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui ne l'était pas. Donc merci beaucoup pour tout le travail que tu as fait, et le chat d'ailleurs te remercie, comme tu peux le voir. Continuez à suivre les actualités, les réseaux de Technofutur, car d'autres webinaires sont en préparation. On ne manquera certainement pas de vous informer de leurs dates et de leurs sujets, car celui-ci, ce cycle, il touche malheureusement déjà à sa fin. Merci beaucoup à toutes et à tous de l'avoir suivi en nombre, et on vous retrouvera très bientôt pour d'autres webinaires. À bientôt, bye bye. Merci.